voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va avec cette chaleur absolument incroyable. Pour ma part, j'ai l'impression de me sentir pratiquement sur le continent africain, tellement que c'est pesant là, il fait chaud. Mais on va pas chialer, on va pas râler parce que profitons de cette belle température justement pendant que ça passe. Nous avons avec nous une tête d'affiche africaine à Montréal. Il se spécialise sur la musique reggae. Bonjour, Oui. merci frérot, comment ça va? Ben, je vais super bien. Bonjour. Je ne sais pas quelle heure il fait là-bas. Ici, il est déjà 19h30. Ça se passe super bien. Sauf Attends, mais qu'on attends, est attends, oh, attends, mais vous êtes où là? Vous êtes ici, mais ici où? Où êtes-vous? à Abidjan. Abidjan-la-Belle. Voilà, Abidjan. Là, on est à moitié confiné. C'est clair qu'avec la crise sanitaire, Oui. pour l'instant, on essaie de gérer au mieux qu'on peut. On est à moitié confiné. On sort pour vaquer à nos occupations tout en respectant les mesures voilà, qui nous ont été dictées par les autorités, quoi. Voilà. Mais sinon, au-delà de ça, ça se passe superment bien. Avant d'aller plus loin, vous le savez, en fait, le concept de cette émission, j'aime bien demander à mes invités de se présenter eux-mêmes. Comme ça, ils ont tous les éléments, tous les outils, parce que moi, quand je présente des fois, on dit, ah, mais tu as oublié de dire ça. Alors, C'est je me clair. dis, j'aime bien mettre l'invité à l'aise, comme on dit chez nous au pays. Vous faites, qui êtes-vous? Alors, je suis Spyro. Bon, mes amis aiment bien ajouter Fireman. C'est dû à l'énergie Fireman, voilà, fireman, l'énergie l'homme que du je, feu. voilà, l'homme du feu sur la scène, voilà. Donc, Spyro, je suis un artiste reggaeman ivoirien. Je fais partie de la troisième génération, après celle de Alpha, Tikenja et autres. Spyro, c'est deux albums à son actif, et puis bon, il y a eu aussi des albums qui sont sortis de façon officieuse avec d'autres groupes auxquels j'ai appartenu. Et Spyro, c'est beaucoup de distinctions, c'est nominé prix découverte RFI France 24, c'est aussi nominé aux victoires de la musique en France, beaucoup de distinctions ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc voilà, on essaie tant bien que mal de faire avancer les choses. Je suis aussi animateur radio. Je fais une émission de reggae, reggae Sound System sur la radio de Alpha Blondie, voilà, Alpha Blondie FM 97.9. Voilà, je fais une émission de reggae là-bas. Je travaille aussi sur une émission télé, mais ça, c'est pour des projets à venir, vu que le secteur audiovisuel a été libéralisé maintenant. Donc, c'est un peu comme ça, j'essaie de faire bouger les choses à mon niveau, quoi. Voilà. Donc, en quelques lignes, voici Spyro Fayaba. Spyro Fireman, Yeah. j'aime bien, vous êtes actuellement à Abidjan-Label. Tout d'abord, vous Ouais. saluez nos téléspectateurs d'Abidjan, la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de C'est souci. toujours un honneur et un plaisir de parler avec nos frères de la Côte d'Ivoire. On vous présente en Ouais. fait comme un artiste de la musique reggae. Ouais. Vous avez évolué dans ce sillage. On pose toujours cette même question. Quand on parle avec les artistes ivoiriens, nombreux Oui. se sont dirigés vers la musique reggae. Et nous savons tous que la Oui. musique reggae, bon, d'accord, on sait que ce sont des racines africaines naturellement, mais on sait très bien aussi que Ouais. la musique reggae, ceux qui l'ont vraiment mis sur le marché, popularisé, on parle de Bob Marley, on parle de Peter Tosh, on parle de Jimmy Cliff. Donc on parle des gens qui sont dans les Antilles comme tels. La question que j'ai Oui. envie, moi, de vous poser, mais l'inspiration africaine, nos racines africaines typiques même, mais où est-ce Oui. que vous les mettez dans votre inspiration? Puisqu'on reproduit finalement ce que les Bob Marley, les Peter Tosh et les Jimmy Cliff ont fait, avec Oui. finalement les Alpha Blondie qui sont arrivés après, qui ont dit non, moi je vais chanter en français, comme Johnny Hallyday l'a fait. Il chantait en Oui. français la musique du reggae, mais avec un petit accent, avec quelques épices ivoiriennes qui nous font vibrer. Alors vous, Oui. qu'est-ce qui vous a inspiré à vous diriger vers ce type de musique qui est évidemment très, très fort, au lieu du Zougou Oui. rap, par exemple, que les jeunes, d'ailleurs, Ça, c'est bien ivoiriens. dit. Alors, on va dire que d'abord, il faut préciser que le reggae est né en Afrique, mais il s'est déporté juste en Jamaïque. Mais les Le Jamaïcains, ils reggae se est sentent né en Afrique, vous le dites, il est né en Afrique, c'est bien ça? Où né en en Afrique? Afrique. Où? Il est né en Afrique. Dans toutes les couches en Afrique, dans chaque pays, dans chaque région, il y a une petite touche, une petite sensibilité qu'on retrouve dans la musique reggae de l'époque qui était très roots.
jusqu'à ce qu'après, maintenant, avec l'évolution, ça donne d'autres colorations. Mais les Jamaïcains, ils ne se voient pas Jamaïcains, ils se voient plus Africains. Raison pour laquelle, quand ils nous écoutent chanter, c'est clair qu'eux, ils ont réussi à donner une forme à cette musique, mais la base reste toujours africaine. Et la force que nous, on a, comme les Alpha Blondy, ils arrivent à chanter en anglais, en dioula, en baoulé, en arabe. Et c'est pareil que nous, on chante en baoulé, en français, en anglais, mais le Jamaïcain ne chante qu'en anglais. Et c'est un peu cet handicap-là qu'il a. Et nous, c'est notre petite sauce, comme on dit, qu'on apporte à cette musique-là, qui est notre identité personnelle, qui est notre langue maternelle, qu'on essaie d'apporter. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'instruments traditionnels comme le djembé, la kora, le balafon, qu'on essaie d'ajouter pour montrer notre petite étiquette africaine, quoi. Donc, je pense que c'est la même continuité. Le plus important, ce n'est pas le fond musical, c'est le message qu'on apporte, c'est le combat qu'on mène et le message qu'on véhicule qui doit primer, quoi. Voilà, moi, en quelques lignes, c'est comme ça que... Justement, Sparrow, justement, vous parlez de message. Lorsque, en fait, on suit cette musique absolument fascinante, la musique reggae, on sent aussi que quelque part, c'est une musique d'intellectuel. D'intellectuel qui ne donne pas nécessairement l'impression d'intellectuel, puisqu'il y a un look, tout ça, mais le fond même, le contenu même. Lorsque l'on écoutait la musique de Bob Marley prêchait quelque part, hein, prêchait quelque part, wake up, réveillez-vous dans l'homme noir. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes un intellectuel, que vous ne le vouliez ou non, même si vous vous cachez derrière cette étiquette d'artiste, vous êtes un penseur, quelqu'un qui s'arrête et qui réfléchit. Dites-moi, quelle est votre source d'inspiration aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je vais vous laisser parler. Je suis la Côte d'Ivoire. Je regarde la Côte d'Ivoire depuis de très nombreuses années. J'entendais Guago a disparu et Ouattara qui aussi est en train de s'éclipser. Je ne sais pas. Je vous laisse parler. On est là pour causer, frérot. Écoutez, notre source d'inspiration, on n'a pas besoin de forcer parce que tout se passe autour de nous. Ici en Afrique, on n'a pas besoin de regarder les médias pour voir ce qu'on vit au quotidien. C'est les mêmes problèmes qu'on vit, que nos dévanciers ont vécu, qui continuent encore de chanter. C'est les mêmes problèmes des coups d'État, c'est les mêmes problèmes de famine, c'est les mêmes problèmes de corruption, c'est les mêmes problèmes d'injustice, c'est tout ce qu'on vit au quotidien. Donc, c'est toujours ces mêmes tas de la société qu'on vit, qu'on essaie de relater à travers la chanson, quoi. Donc, l'inspiration, je dirais déjà qu'elle est divine, parce que c'est Dieu qui est la première source d'inspiration. Mais Dieu, nous sommes juste des messagers. Il nous donne le message qu'il faut, et nous on le véhicule comme il faut pour que ça tombe dans l'oreille de qui il faut. Voilà, on va dire ça comme ça. Sparrow, vous nous parlez depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan, Label. On va permettre à notre public ici de Montréal, qui vous suit attentivement, de vous découvrir, de vous voir en action même. Alors, vous avez une vidéoclip qu'on va présenter dans les minutes qui vont suivre. Quel est le titre et quel est le fond de cette vidéoclip? C'est un live. Le titre, je ne sais pas, parce que j'avais deux vidéos, je ne sais pas c'est laquelle, parce qu'il y a une vidéo, c'était le festival, Ethno-Sous Festival qui s'est passé en Espagne, et puis il y a une autre vidéo qui est celle où j'ai joué à l'Institut français ici à Abidjan. Moi, j'ai vu celui de l'Espagne. J'ai vu celui de l'Espagne, moi. Ah, si c'est celui d'Espagne, le morceau c'est Freedom. Freedom. Voilà, c'est un morceau qui va figurer sur mon prochain album. Il n'est pas encore sorti. Voilà, le morceau c'est Freedom. Voilà, et c'est un morceau qui est d'actualité et qui parle de la liberté spirituelle, la liberté économique, la liberté dans toutes ses formes. Et pour moi, il est important que le jeune Africain sorte de son complexe d'infériorité et se mette au travail, parce qu'il n'y a que par le travail que l'Afrique va changer d'image. Voilà. Donc c'est un peu ce morceau. On y va tout de suite. On va revenir avec vous parce que vous avez parlé de cette jeunesse qui doit aller au travail. Mais on va aller tout de suite là, si vous voulez, avec votre vidéoclip. Donc on parle de Freedom, Sparrow de la Côte d'Ivoire, Abidjan Label. Ah ouais.
say freedom, freedom for my people, freedom for my people, freedom for my people. I say freedom, freedom for my people, freedom for my rulers. Sure. Como lo digo? I say freedom, freedom for my people, freedom for my people, freedom for my people. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Alors, nous voilà de retour à notre magazine. Nous sommes actuellement en conversation avec Sparrow, une tête d'affiche de la musique africaine qui nous parle depuis Abidjan, la capitale politique et diplomatique de la Côte d'Ivoire. Vous parlez tout à l'heure de cette jeunesse à qui vous demandez de faire quand même, comment dirais-je, certaines activités. Mais moi, je vais vous emmener sur un autre sujet, un autre thème qui est toujours d'actualité, puisque vous êtes un artiste, donc un créatif. Vous recevez les cadeaux de Dieu pour créer. Eh bien, je vous emmène sur les monuments, la destruction des monuments à laquelle nous assistons actuellement, un peu partout dans le monde occidental. Je parle ici plus précisément des monuments qui ont un lien direct avec l'esclavagisme, c'est-à-dire des hommes qui se sont distingués de par leur action sur en fait l'esclavagisme. Ma toute première question, qu'en pensez-vous? Moi, c'est clair que quand on regarde aujourd'hui l'information, on voit qu'il y a beaucoup de monuments de ces personnes-là, comme vous le dites, qui ont contribué à l'esclavagisme, qui sont en train d'être détruits. Mais personnellement, je n'ai aucun souci avec ces monuments. Et ça va vous étonner, je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont souvent faire des selfies à côté de ces monuments sans s'imaginer, sans connaître même l'histoire de ces personnes-là, sans s'imaginer que celui qui apparaît sur ce monument était, entre guillemets, le mal qui a servi à la déportation de nos ancêtres. Voilà, mais pour moi, ce monument ne doit pas être signe de destruction. Pour moi, ce monument doit être pour nous comme une source d'énergie. Ça doit être comme une source d'énergie, ça doit nous galvaniser, ça doit être un challenge pour nous, pour que chaque fois qu'on regarde ce monument, on se dit, tiens, ils ont falsifié l'histoire, et nous allons remettre l'histoire là où elle était. Et donc, chaque fois qu'on doit regarder ce monument, ça doit nous donner de l'énergie. Raison pour laquelle j'ai dit, il faut qu'on se mette au travail. Parce que il n'y a que dans le travail que nous allons pouvoir révolutionner les choses. La violence n'a jamais résolu les problèmes, mais l'intelligence peut résoudre les problèmes. Et l'intelligence, nous les avons. Nous sommes tous égaux et nul n'est supérieur à l'autre. C'est parce qu'on reste dans la violence qu'on nous stigmatise ou on nous catégorise. Pour moi, il y a des personnes intellectuelles, intelligentes qui peuvent révolutionner la chose, que ce soit dans le domaine du sport, de la santé, de la science, des nouvelles technologies, de la justice. On doit tous s'imposer là-bas parce que c'est là-bas que les grandes décisions se prennent. Et pour moi, chaque fois qu'on regarde ce mouvement, ça doit nous donner de l'énergie, pas le détruire, parce qu'il faut que l'histoire retienne que ces personnes-là ont créé de la frustration, ces personnes-là ont fait partie de la souffrance africaine. Et donc, chaque fois qu'on regarde ce mouvement, ça doit... Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait allusion, j'ai retenu, au complexe de coloniser. Vous avez bien dit complexe de coloniser ou bien d'infériorité dans laquelle l'homme noir, le nègre, quelque part, vit. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, oui, c'est clair. Je vous explique une chose. Pouvez-vous nous en dire plus? Qu'entendez-vous par complexe du colonisé? Parce que moi, en tant que noir, en tant que nègre, je pourrais me sentir très insulté. Et moi, me dit, mais je suis complexé. Mais je vous dis, mais je ne suis pas complexé. Mais pourtant, on voit les choses. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Alors, je vous explique une chose. Nous, à l'école primaire, on nous a plus parlé des histoires de Magellan, d'Abidjan ici, de Trèche-la-Plaine, de Christophe Colomb et autres. C'est-à-dire, dans les livres d'histoire, ils nous ont montré que les exploits des colons. Ils n'ont pas montré aussi qu'on a eu des combattants, des personnes qui ont combattu le colon, il y a eu des résistants. Ils n'ont jamais mentionné dans les livres d'histoire. Il faut qu'on change l'histoire. Parce que quand on ne change pas l'histoire, qu'on se contente toujours de montrer le colon supérieur,
on grandit psychologiquement avec cet état d'esprit. Alors qu'on a des livres, des recherches de Cheikh Anta Diop qui sont là. On a des histoires de Kwame Nkrumah, on a des histoires de Stoma Sankara, on a des histoires de Beyanzin, des personnes qui ont contribué à rehausser l'image de l'Afrique, qui malheureusement ont disparu, mais qui ont laissé des traces. Pour moi, c'est ces histoires-là qu'on doit maintenir dans nos livres d'histoire, parce qu'il faut qu'on connaisse nos propres histoires. Et c'est ce qui va nous donner de l'énergie. Prenez un peu l'exemple des Américains. Les Américains, quand ils grandissent depuis le bas âge, on leur dit que les États-Unis sont la première puissance mondiale. Ils grandissent avec cet état d'esprit qu'à part eux, il n'y a rien au monde. Et même si la personne est vide, même si la personne est vide, mais pour elle, elle vit dans un pays très puissant, quoi, c'est ça. Même quand il est pauvre, il est fier parce qu'on lui a dit depuis le bas âge que les États-Unis sont la première puissance mondiale. Donc ça, déjà, il a de l'énergie pour ça. Peu importe son rang social. Et pour moi, c'est comme ça que les choses doivent changer. Pour ne pas qu'on grandisse dans cet état d'esprit en se disant que le blanc est toujours supérieur. Mais il faut qu'on montre aussi qu'il y a eu de l'intelligence. Il faut qu'on montre aussi qu'à l'époque des Afro-Américains, il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont fait des découvertes au niveau de la lumière, au niveau des métros, au niveau des mèches, tout. C'est des histoires qui sont cachées, mais que nous devons mettre dans les livres d'histoire pour que nos enfants grandissent avec cet état d'esprit de vainqueur, mais pas cet état d'esprit de vaincu. C'est un peu comme ça que je parle de Sparrow, vous nous parlez d'Abidjan, la Côte d'Ivoire. Malheureusement, vous savez, avec le temps à la télévision, ça passe tellement vite. Au fait, quelle température fait-il là-bas, chez vous, actuellement? Écoutez, on est en pleine saison pluvieuse. On est en pleine saison pluvieuse. Voilà, c'est la petite saison, mais il n'y a pas de différence avec le réchauffement climatique. Avant, on maîtrisait les saisons. Mais là, en ce moment, il pleut très fort à Abidjan. Toute la journée, il a plu. Et là, on a beaucoup de chance parce que ça s'est calmé il y a à peine 2 heures de temps. Parce que moi, je me rappellerai toujours de mon bref séjour à Abidjan où j'ai senti 30 degrés à l'ombre. Vous êtes au bord de la lagune. Et j'ai eu mal à la peau. Hein. Pourtant, je suis noir. Quand il fait chaud à Abidjan, il fait très chaud. Mais là, en ce moment, on est en pleine saison pluvieuse. Voilà. Dites-moi, le confinement, je vous pose une question ici. Est-ce que la grande majorité de la population y croit, premièrement? Est-ce que les gens prennent cela au sérieux? Non, malheureusement, ils ne prennent pas ça au sérieux. C'est dû sûrement au manque de communication. C'est dû au manque de communication et aussi au manque de fermeté de nos autorités dans les prises de décision. Il y a eu beaucoup de relâchement, surtout dans la sensibilisation. Et je pense que c'est clair que les premiers concernés sont la population. Tout le monde doit s'impliquer, que ce soit nos élus locaux, que ce soit les ONG, que ce soit les médias, même si on parle aussi des autorités, mais chacun doit s'investir, que ce soit les guides religieux, les chefs coutumiers, le corps préfectoral à l'intérieur du pays. Tout le monde doit s'investir pour montrer aux yeux de tous que cette crise sanitaire est réelle et que le coronavirus existe. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand les médias ne font pas leur boulot, c'est les réseaux sociaux qui prennent le dessus. Et il y a tellement de fake news que ça crée un peu la psychose. D'autres disent que c'est de l'invention, d'autres disent que c'est juste des mises en scène pour pouvoir bénéficier des subventions, des fonds, d'aide de la Banque mondiale et autres. Mais pour moi, la campagne de sensibilisation de proximité doit prendre le dessus parce qu'il faut qu'on montre aux yeux de tous que c'est vraiment réel. Et donc, c'est un peu ça qui a fragilisé, qui a fait qu'aujourd'hui, le taux de contamination a commencé à prendre du volume. Donc, il y a eu un relâchement. Avant de nous quitter, parce qu'avant de nous quitter, le temps passe tellement vite, j'ai une question quand même curieuse à vous poser ici. Une question curieuse. Dites-moi, quelle est votre perception à vous qui êtes sur place en Afrique, en Côte d'Ivoire actuellement, lorsque vous suivez l'actualité internationale et que vous nous voyez, nous, ici, dans les pays développés tels que le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, vous voyez un peu comment les choses se passent, vous entendez un peu les gens parler dans les différentes interviews, on est enfermé. Dites-moi, quelle impression, vous, quel sentiment, vous avez par rapport à nous qui sommes ici, dans ce pays, dans cette crise? C'est justement ce que je disais. C'est une fierté pour nous. La meilleure manière de changer les choses, c'est de prendre les choses en main. Et c'est ce que vous faites en ce moment. Le fait d'être là-bas, sur les chaînes étrangères, parler au nom de l'Afrique,
donner les bonnes informations, c'est ce qu'il faut. Raison pour laquelle je dis que les histoires de racisme et autres, c'est des trucs qu'il faut carrément mettre à côté parce que c'est juste une minorité qui se manifeste. Dans la masse, les gens ils sont super cool. Mais la meilleure manière de prendre le dessus, c'est d'occuper tous les postes dans toutes ses formes. Aujourd'hui, quand on veut prendre des informations, il n'y a que dans les médias internationaux qu'on va prendre les informations. Pourtant, les informations ne sont pas forcément crédibles. Et donc, nous aussi, Africains, nous devons d'avoir des chaînes d'information à l'étranger qui vont donner la bonne information. Et c'est ce que vous faites en ce moment. Et donc, pour moi, la révolution doit partir de là, occuper tous les secteurs. Et puis, on aura au moins des porte-voix qui vont donner le bon message et donner la bonne énergie qu'il faut. Voilà. Sparrow, tête d'affiche de la musique ivoirienne actuellement en Côte d'Ivoire, Abidjan. Frérot, je vous dis grand merci de nous avoir accordé cette interview. On va finir avec une autre vidéoclip. Et cette fois-ci, qu'est-ce que vous nous proposez? C'est moi qui vous remercie d'abord et puis big up à toute l'équipe technique. Ça n'a pas été facile, oui. Mais tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, merci à vous de penser à nous. La dernière vidéo que je vais vous proposer, c'est un concert que j'ai fait à l'Institut français. Voilà, le morceau, oui. C'est Souffrance. C'est un morceau qui parle de réalité. C'est-à-dire l'étudiant qui a ses diplômes, sa licence, son doctorat, se retrouve gérant d'une cabine cellulaire ou travaille dans un salon de coiffure. Pour moi, c'est une injure à son intelligence. Pendant que le même monsieur qui est à la tête du pays, il est le maire, il est député, il est président du conseil général, il est le directeur, il occupe à lui seul 4 ou 5 postes. Pour moi, alors que parmi ces étudiants, il y a beaucoup qui ont toutes ces facultés pour occuper au moins un de ces postes. Donc, c'est un peu ce qu'on dénonce dans cette chanson-là. Donc, le morceau, c'est Souffrance, quoi, mais la souffrance intellectuelle. Voilà. Alors, donc, Sparrow, tête d'affiche de la musique africaine. Merci encore une fois en direct d'Abidjan. Au revoir et à très bientôt. On vous voit bientôt à Montréal, j'espère. Ben, j'espère si je suis invité, ce sera avec plaisir d'aller représenter dignement l'Afrique. C'est avec grand plaisir. Merci encore une fois. Au revoir. Portez-vous bien. Allez, blessed. Au revoir.